Bonjour et bienvenue dans Kino Solo, c'est-à-dire Kinopod tout seul, le petit amuse-bouche, pour patienter entre deux Kinopods, les fantastiques vidéos de Romain Lenhoff, son Katia Lazareva, avec les Cinébuddies, chers à mon cœur, les Kinobuddies. Donc, tous les 15 jours, une nouvelle vidéo sur les grands classiques du cinéma français et du cinéma mondial, à travers les époques, à travers les âges. On compare souvent les films entre eux, ça n'est pas du tout parce qu'on estime que le cinéma américain est inférieur ou supérieur au cinéma français, mais c'est plus pour nous amuser de ces grands films qui, comme les grands livres, partagent une ADN, donc c'est simplement une passion au nom donc d'un enthousiasme et non pas du tout d'une compétition. Voilà, c'est après avoir clarifié tout ça, comme d'habitude, donc n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et de vous abonner, en particulier sur la chaîne Abracadapod de YouTube, avec, comme je disais, tous les 15 jours, une fantastique vidéo de l'ami Romain Lenhoff. Mais aujourd'hui, me direz-vous, que nous vaut ce plaisir? Eh bien, effectivement, aujourd'hui, nous allons rendre un hommage à un très grand acteur qui nous a quittés récemment, malheureusement, prématurément également, et qu'on aime énormément. Dans le show, on n'a pas pu lui rendre un hommage encore sur Kinopod, l'hommage qu'il mérite. Mais aujourd'hui, on va commencer donc un petit peu cet hommage que nous allons lui rendre à travers une série d'émissions, je l'espère. Mais aujourd'hui, on va parler d'un western, donc d'un genre cher au cœur de Kinopod et de Kino Solo, avec un néo-western, donc un western plus récent que les grands westerns de l'âge d'or ou les westerns des années 70, un western du nom de Tombstone, 1993, réalisé par George P. Cosmatos, George Pan Cosmatos, à qui nous levons notre verre aujourd'hui, un verre d'Arak ou d'Ouzo, car il était grec, je crois, ou en tous les cas d'origine grecque. Donc, il était, on va voir, ça s'est pas très bien passé sur le plateau avec lui, mais ne brûlons pas les étapes. Pour l'instant, nous allons donc évoquer la mémoire du très grand Val Kilmer, qui, même s'il n'avait pas une extraordinaire réputation dans la vie, on va voir que certains le qualifieraient de perfectionniste et d'autres de trou du cul. Mais pour pardonner mon français, hein, pour parler à mot couvert, mais effectivement, on voit qu'il a eu des très mauvais rapports avec beaucoup de metteurs en scène qui ont dit du mal de lui après. Mais on ne critique pas les morts, bien sûr. Et puis, il nous a surtout laissé une série de films extraordinaires où il a prouvé, et on le voit d'ailleurs à travers un merveilleux documentaire du nom de Val, où on voit qu'il se documentait depuis très tôt dans sa carrière. Il a fait quelque chose de très moderne, ce qu'on fait aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Il le faisait lui-même avec une caméra Super 8 quand il était jeune, et il a donc documenté ainsi son ascension et toute sa carrière est extraordinaire avec un réalisme, une honnêteté, une humanité qui est magnifique. Donc je vous recommande Val aujourd'hui et on peut voir que il a marqué l'histoire du cinéma puisqu'il pouvait jouer aussi bien des premiers rôles, comme il l'a montré avec Batman, avec Jim Morrison, et des seconds rôles. Il a même accepté parfois entre guillemets, servir la soupe à des grands acteurs ou à des grands films comme dans Heat, où il est absolument merveilleux et vole quasiment toutes les scènes dans lesquelles il est. En tous les cas, il est très à la hauteur de tous les autres, que ce soit De Niro ou Pacino, mais surtout des gens comme Sizemore qui ont vite fait de vous balayer hors de l'écran si vous n'avez pas les épaules pour leur résister. Donc Val Kilmer fait partie de cette école des grands acteurs qui était à la fois un leading man et un acteur de second rôle, puisqu'à la manière d'un Johnny Depp, il avait le physique d'un matinée idol, comme on dit en anglais, mais également la palette d'un acteur plus complexe et plus torturé, comme on le voit dans les documentaires, par exemple sur l'île du docteur Moreau. Il y a deux documentaires, en particulier que celui qui s'appelle The Island of the Lost Souls, où on voit le calvaire qu'ont vécu successivement Richard Franklin, qui s'est fait virer au bout de quelques jours, et est revenu sur le plateau déguisé en animal, et bien sûr le grand John Frankenheimer, qui a repris les choses, mais s'est fait torturer non seulement par Brando, mais également par Val Kilmer, qui a essayé d'être encore plus horrible que Brando. C'était une espèce de concours entre les deux.
Et on voit sur les images que c'était un film aussi difficile et tragique qu'un Apocalypse Now, mais avec pas le même résultat à l'arrivée malheureusement, puisque le film de Frankenheimer et de Franklin n'est pas très réussi et souffre effectivement de tous les déboires et tous les problèmes qu'ils ont connus sur le plateau, avec notamment un Val Kilmer donc, qui était particulièrement difficile. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour parler du côté difficile de Val Kilmer. On sait que Joel Schumacher, qui a travaillé avec lui sur Batman, c'était peut-être pas le meilleur Batman du monde, mais il était pas mal. Beaucoup de gens aiment beaucoup ce Batman-là, donc respect, Batman Forever. C'est pas mon préféré, mais lui n'était pas fatalement ce qui clochait dans le film, à mon avis, hein. En tout le cas, il était surnommé Psycho Kilmer par Schumacher. Mais ça n'empêche pas qu'effectivement, il a travaillé avec Nicolas Cage dans le remake du Bad Lieutenant de Werner Herzog, un très bon film. Donc cette fois-ci, une fois de plus, il accepte un second rôle. Ou à la fin, plus tard dans sa carrière, dans MacGruber, où il est en parodie de MacGyver, il fait le méchant. Et il est très drôle, il est toujours réjouissant, il a la vis comica, il peut faire le drame et la comédie, comme il le prouve en début de carrière, là où je l'ai découvert, dans l'extraordinaire Top Secret des frères Zucker, où tout d'un coup il fait une espèce de parodie d'Elvis et il prouve qu'il peut chanter, qu'il peut danser. Peut-être l'avais-je vu déjà également dans Weird Science, ces films à la John Hughes de teenager, mais je ne sais pas lequel précède lequel. Toujours est-il qu'on revient donc à ce grand néo-western qui est Tombstone. Alors, c'est une des nombreuses adaptations de Hockey Choral, ce fameux règlement de compte qui a eu lieu en 1881 et qui opposait donc les frères Earp à un gang, le gang de Johnny Ringo, magnifiquement incarné par Michael Biehn dans le film. White Earp qui était rejoint par la figure légendaire et historique de Doc Holliday. Donc il a été joué successivement par plein d'acteurs magnifiques, donc de Victor Mature en passant par mon préféré, parce que je l'ai découvert à la télé quand j'étais enfant, qui était Kirk Douglas, avec sa fossette et impeccablement habillé. Il amenait une dimension magnifique au Doc Holliday, qui est un personnage tragique et superbe, et auquel Val Kilmer amène tout le réalisme qu'on peut amener dans un néo-western des années 90, où tout d'un coup on peut mélanger à la fois l'âge d'or d'Hollywood avec les western spaghetti et amener une violence, une âpreté et une beauté visuelle, et mélanger Sergio Leone et John Ford. Alors peut-être que ce western n'est pas aussi grand que Rio Bravo ou même que Unforgiven, mais il reste néanmoins un extraordinaire western et sanglant, et surtout avec un extraordinaire casting, un des plus grands castings de l'histoire du cinéma, aussi grand que Le Parrain, en tous les cas en termes de who's who des acteurs des années 90, dont la plupart d'ailleurs deviendraient des stars. Alors, je vais dire leur nom. Il y a bien sûr Kurt Russell, dont on va parler dans quelques instants, parce que c'est lui un petit peu le nerf de la guerre, le moteur de toute cette aventure, et le timonier, aussi bien à l'écran que off-screen. Et bien sûr, Michael Biehn, parce que, comme on dit toujours, meilleur est le méchant, meilleur est le film. Et là, on a Michael Biehn en Johnny Ringo, qui donc est fantastique, et qui amène... Voilà un acteur qui peut-être est passé à côté d'une carrière. Il a fait des choses merveilleuses comme le Terminator, mais il aurait peut-être... Quand on voit ce qu'il fait dans Tombstone, il amène toute une part de ténèbres et une folie très intéressante au personnage, une espèce de Joker du Far West. Combien de temps avant que je parle du Joker? 10 minutes cette fois-ci. Mais il est formidable et il est le bras droit, parce que j'aime beaucoup les hommes de main, mais il faut que le patron soit bien aussi. Et on ne peut pas rêver de meilleur patron, de meilleur méchant que Power Booth, un extraordinaire acteur dont on sait à chaque fois qu'il apparaît à l'écran à la manière d'un Danny Houston que ce sera lui le méchant. Il est aussi bien dans un film de Jean-Claude Van Damme sur le hockey que dans Cruising, où je l'ai découvert pour la première fois, où le monde l'a découvert pour la première fois, pardon, où il faisait un vendeur de bandana dans le quartier, dans un quartier chaud de New York. Et donc toujours un acteur réjouissant, un acteur formidable qu'on voit dans les films de Walter Hill, qu'on voit dans toutes sortes de films, et on sait que c'est l'assurance d'un méchant qui va faire peur, qui va être crédible et qui également va avoir
une certaine théâtralité, parce que ce film, Tombstone, est assez stylisé. Alors, on voit que le film le metteur en scène, à la manière de Richard Franklin sur L'île du docteur Moreau, a été remplacé euh, assez rapidement par un autre metteur en scène, donc George Pankosmatos, qui n'était pas du tout respecté sur le plateau. On peut voir des vidéos de Michael Bean sur YouTube où il explique qu'effectivement, ils avaient tous des problèmes avec Pankosmatos, qui était très autoritaire, et finalement que c'était peut-être Kurt Russell qui avait fini par mettre en scène le film, ou en tous les cas les acteurs eux-mêmes qui avaient pris les choses en main, parce que il y avait un budget conséquent qu'on voit à l'image et un casting absolument, comme je disais, exceptionnel. Alors, je citais quelques-uns, mais il y a Bill Paxton, Sam Elliott qui font les frères Earp. La même année, il y aurait un autre projet, un petit peu comme quand on avait les deux liaisons dangereuses ou les deux films de météorites ou de volcans. Eh bien, la même année, on avait White Earp avec Dennis Quaid qui faisait Doc Holliday cette fois-ci et Kevin Costner qui faisait White Earp. Mais c'est Tombstone qui a gagné, de même que le film de Stephen Frears remporterait la guerre des liaisons dangereuses, alors qu'il paraît que, je ne l'ai pas vu, il paraît que le film de Milos Forman est très très bien aussi. C'est juste une question de timing, comme tout le temps dans la vie. Mais là, cette fois-ci, donc, les gentils sont incarnés par Bill Paxton et Sam Elliott. Sam Elliott, la plus extraordinaire moustache de l'histoire du cinéma, après celle de Kurt Russell, dont nous allons parler dans quelques instants, très important, dans le show, les poils, les moustaches, les postiches. Il y a une couille dans le postiche. Le film a un tel casting qu'il y a même des seconds rôles ou carrément des caméos. Une seule scène pour le grand Billy Bob Thornton, qui est formidable. Chez les femmes, on a Dana Delany et Joanna Pacula. On a Jason Priestley, on a Michael Rooker, Henry, le serial killer lui-même. On a Billy Zane, on a Stephen Lang, Thomas Hayden Church, Frank Stallone, le frère de Sly, qui fait une apparition aussi, et également Bob Mitchum, qui fait le narrateur, Robert Mitchum au début du film, et Charlton Heston, qui a un petit rôle également, et qui font le lien avec ces grands westerns donc de l'âge d'or d'Hollywood, et un genre très cher au cœur de Kidopod, car il, euh, il parle de l'époque dans laquelle il s'inscrit à chaque fois, que ce soit le McCarthyisme, ou la cause hippie, ou les droits civiques dans les années 70, avec ces merveilleux donc, westerns qu'on peut voir fleurir, où tout d'un coup la cause indienne est reconnue, où on montre des films beaucoup plus durs, où on montre le passage du temps avec ces grands westerns qui, euh, qui préfigurent Unforgiven, des westerns comme Coup de feu dans la Sierra, un de mes préférés, de Sam Peckinpah, qui s'appelle Ride the High Country en anglais, et également Monty Walsh, la version de 1970 avec le grand Lee Marvin qui a une très très belle histoire d'amitié avec Jack Palance dans le film, très émouvant, et une histoire d'amour avec Jeanne Moreau. Et c'est sur ce plateau-là qu'elle rencontrerait William Friedkin, Billy, le copain de Laurent Vachaud. Donc c'est Kurt Russell qui, comme je disais, tire le film à bout de bras et qui est extraordinaire parce que il est, euh, il est le compas moral, il est la force du film et on croit à tout ce qu'il fait. Il n'y a pas d'humour, il a aussi peu d'humour, il a même moins d'humour encore que dans les films qu'il a fait avec Carpenter. Alors c'est extraordinaire parce il vient, c'est un des rares acteurs, c'est assez difficile de faire le passage d'enfant acteur, enfant star entre guillemets, à star tout court et lui a réussi à le faire de façon spectaculaire. Il travaillait pour Disney, il a croisé la route de Charles Bronson, d'Elvis Presley quand il était donc enfant, aussi bien à la télévision, dans les westerns à la télévision, que donc dans des films où il est devenu une star adolescente, et puis il a réussi le passage grâce à John Carpenter qui lui a fait jouer d'abord donc Elvis, après l'avoir rencontré pendant quelques instants dans un film dans les années 50, il le jouerait magnifiquement à l'écran pour Carpenter, qui tout d'un coup lui change son image en faisant de lui un personnage de western urbain tout d'un coup avec Snake Plissken, espérons un jour. Ils ont encore du jus quand on voit Carpenter, malheureusement, qui préfère jouer aux jeux vidéo, enfin pas malheureusement, il fait ce qu'il veut, et regarder les matchs de basketball et fumer des joints. On aimerait bien qu'il se remette derrière une caméra et qu'il filme une dernière aventure de Snake Plissken avec l'extraordinaire Kurt Russell qui est encore très beau, très en forme. Alors, il profiterait
de cette extraordinaire moustache qu'il a, donc qui commence à voir le jour dans Tombstone, et il est dans le film de Tarantino, un autre western, qui s'appelle Les Huit Salopards, où il a une moustache magnifique, à tel point que la même année, il déciderait de faire un troisième western qui s'appelle Bone Tomahawk, qui cette fois-ci est un western d'horreur, formidable film. Steven Zaller, enfin j'ai oublié quel est le nom du metteur en scène, mais qui parle d'Indiens troglodytes et qui part véritablement vers le cauchemar et qui donne l'occasion à Kurt Russell de faire un autre personnage magnifique de cow-boy avec une moustache donc qui rivalise avec celle de Sam Elliott, qui est très très bien aussi lui dans Tombstone. Donc Tombstone, Val Kilmer, c'est lui la star. On parlait du Joker, mais c'est lui le Joker du film à la manière d'un Heath Ledger bien avant l'heure, en 93, donc plus de 10 ans avant 15 ans même avant le Joker de Nolan, on a ce personnage de Doc Holliday, qui peut faire des choses qu'on ne pouvait pas faire dans les années 60 ou dans les années 50 ou 40. Je ne sais pas quand ils ont commencé à adapter cette histoire au cinéma, mais il y a énormément d'adaptations. Et là, tout d'un coup, il arrive, il a les yeux cernés de noir, il ressemble à un personnage sorti d'un film de Tim Burton, et on peut véritablement montrer sa maladie de poumon, et c'est très émouvant, le parcours de ce personnage, et l'histoire d'amitié qu'il peut avoir avec White Earp, et ça devient tout d'un coup, comme à travers tous les films qu'on a vus avant, la body story magnifique entre ces deux personnages plus grands que la vie, qui ont véritablement existé, mais avec lequel les scénaristes prennent énormément de licences artistiques à la manière de Elliot Ness ou Billy the Kid. Voilà, donc bravo, bravo à tous les participants à ce film, en particulier, comme je disais, cet extraordinaire casting. Et Val Kilmer vivra pour toujours dans nos cœurs. On se rend compte à quel point tous ces acteurs sont des merveilleux cavaliers, sont des merveilleux acteurs physiques, des cascadeurs. Il n'y a pas de computer, il n'y a pas de fond vert. Et c'est extraordinairement fait. Toutes les chevauchées et toutes les séquences d'action sont absolument merveilleuses. Donc, grosse recommandation. Hommage à Val Kilmer, respect. J'espère qu'on lui rendra bientôt visite avec d'autres films, comme je le disais. Et en attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez le podcast, en particulier à la chaîne Abracadapod sur YouTube, avec chaque semaine une nouvelle fantastique vidéo de l'ami Romain Lenoff, son Katia Lazareva. Et maintenant, Jean Weber, signing off. I'm a poor lonesome cowboy and a long, long way from home. Purple moon in the canyon, just my rifle, my podcast, and me.